Les Autochtones, pendant des milliers d'années, ils ont fait l'amont et l'aval, le nord et le sud de la rivière Moisée de la rivière Sainte-Marguerite, ici. Donc, l'hiver, pendant 4 à 5 mois, ils allaient dans le Grand Nord, chasser, trapper. Et l'été, ils revenaient vers le sud, où le vieux poste de cette île est en ce moment, pour soit faire du troc entre eux, entre les nations autochtones de différentes parties de la région, soit avec les Européens pour avoir des items venant d'Europe. Chouetton est né d'un besoin. C'est que la minière IOC, là, par sa branche QNSNL, n'entendait plus donner le service à Shefferville. Eux n'exploitaient plus la mine depuis des années déjà. Pour cette île, tant pour les Inuits que pour nous, Shefferville est une communauté très importante, historiquement très importante, mais aussi il y a les Naskapi qui sont là, il y a les Montagnais qui sont là, il y a la chasse, il y a la pêche. Donc, il était important de conserver là, ce lien vital ferroviaire parce qu'il n'y a pas de route qui va à Shefferville. Combien de passagers? 2 et 3. 3. On va te passer au cap, toi. Ouais. OK. Tu vas avoir mis ta galette Ouais, bon voyage. J'aime énormément, puis on est en sécurité. C'est pas comme avant, dans les années 80. Avant, ça buvait beaucoup ici. Là, ça a arrêté. Ça a changé. Le mode de vie a complètement changé. Les Indiens ont beaucoup évolué aussi, là, quelque part. Puis le train, ça appartient aux Indiens. Montagnais. J'aime pas ça dire aux Indiens. Les Premières Nations. On est une des Premières Nations. Montagnais, par exemple. Puis, moi, pour embarquer le train, ça signifie repos. C'est très familial ici, hein. C'est très familial. Et ça me ramène à mon passé où je suis allé à la chasse dans des endroits, là, avec mon père, mes parents et ma famille. Et, ça me ramène beaucoup à mon passé. Aussi, ce qui est bénéfique ici, là, ça m'amène à bien réfléchir avant mon travail, au côté familial. J'ai des problèmes au niveau familial aussi. Bon, ça me permet à bien réfléchir aussi.
Je suis connecté avec Dieu, moi. Je suis un catholique pratiquant. Les montagnais sont catholiques pratiquants. Très, très pratiquants. Eux autres, ils vont mourir avec ça, eux autres. Parce qu'ils aiment prier. Hein? Mais peu importe. Mais aussi, surtout, j'adore voir les vieux, ça. Des fois, je vais voir. Ils racontent leur histoire. Eux autres, ils regardent tout le temps, eux autres, là. Ils connaissent tout. Beaucoup, parce qu'ils ont fait beaucoup de portages, hein. D'ici à Chefarville. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai fait du skido, par exemple, de Esquersk à Chefarville. C'est très dangereux, très, très dangereux. Le chemin de fer est vital pour le Nord, est vital pour les communautés du Nord. C'est vraiment toutes les denrées circulent par le chemin de fer. Les liens que les gens tissent entre eux, c'est par le chemin de fer. Écoutez, l'avion, c'est le segment Sept-Îles-Shefferville à plein tarif. Là, on décide qu'on va aller faire un tour à Sept-Îles puis on revient, c'est à peu près 1 500 $. Alors, c'est comme impossible de penser autrement que d'assurer ce service ferroviaire qui est nécessaire parce qu'on a quand même 2 communautés importantes qui sont au nord. S'il n'y avait pas de train, on aurait la misère à travailler. On travaille dans les mines et le minerai. Ça a été acheté par des Américains. C'est une fierté. C'est une fierté, on évolue tranquillement. On monte de grade, là, parce qu'avant, Chefarville, c'était quasiment une ville fantôme. Mais on évolue avec l'économie, tranquillement. Je suis venu au début, disons, depuis le mois d'août jusqu'au mois de décembre seul pour découvrir, disons, la ville. C'est comme, parce que c'est un endroit nordique, très loin de Montréal, là où j'étais. Donc j'ai découvert, disons, la région. Et après, j'ai amené ma famille après Noël. J'ai apporté avec moi la famille, donc j'ai parlé avec ma femme concernant la région, le climat, disons, l'école, parce que c'est comme différent de Montréal aussi, c'est caractéristiques des autochtones, les coutumes, les traditions, ça diffère. Ici, peut-être les deux, tu gagnes ta famille, tu gagnes l'argent, mais c'est différemment des autres régions. Il faut que tu t'habitues, tu intègres, il faut que tu possèdes la propriété d'intégration et d'adaptation. Sinon, tu vas prendre tes sacs et tu vas retourner dès la deuxième semaine. C'est le paradis ici. Tu vois toute l'image du Grand Nord. Ça relaxe ici. On pourrait prendre peut-être 3 fois par an. C'est surtout l'été, puis avant les fêtes, et des fois les petites vacances.
Après ça, Manahek. Manahek, ça appartient à Hydro Churchill Falls, compagnie de Labrador. Mais il y a eu une entente avec les communautés comme Manahek là, de faire travailler des gens Inuits, comme électricité. Puis quel est l'endroit le plus beau que vous pensez? Tout est beau. Depuis, tout était beau avant. Aujourd'hui, tu vois. Avant les mines et tout, là. Oui, avant les mines. Même là où c'est assis là, il y a du fer là en dessous. Ouais, mais on disait que le camp ici, on a remis de la terre par-dessus le vieux. Oui. On n'a pas voulu on dit enlever. s'enterrer, on dit s'enterrer. Ouais. Si tu t'enterrais l'appel qui est là, déterrer juste là, tu trouverais beaucoup de choses. Tu trouverais du bois, du fer, les lailles de tracteurs, des camions, n'importe quoi. Tout était enterré ici, la compagnie. Au lieu de dépenser de l'argent pour descendre, ils ont juste enterré. Et même le lac l'autre bord, là, il y a plein de fer qui est traîné là. Ah, les tuyaux d'électricité, le lac qui est ici. Puis il y avait beaucoup de poissons avant. Là. Il y en a moins, c'est sûr. C'est le nombre d'enfants que j'ai, c'est pas mon nom. Lui, c'est vraiment c'est parce qu'il y a famille de cheminots depuis 3 générations. J'ai grandi ça à train. J'ai été fait dans le train à part ça. Entre Clova et Santerre, dans le passager de l'Abitibi. Ma mère était Tikamek, mon père était chef de train pour Villaret à l'époque. Puis, Villaret avait des chambres à l'époque. Ça a donné ce que ça a donné. Gage normal. Là, on est dans le secteur de quelle famille ici? Pinette, Diana. Famille à Diana ici. Je sais que Diana, elle vient d'ici en tout cas. Ils ont le grand tour vers loin d'ici. Avancez, reculer. Neutre, reculer. J'ai pas enlevé le BM encore, je vais faire ça après-midi. Les drapeaux sont plus là, mais le BM est toujours bon pour 10 000 à l'heure. Je suis passionné du chemin de fer, je travaille au chemin de fer, j'adore la nature, je suis en plein dedans. Ça me rapproche de mes racines autochtones. J'ai un bon salaire. Pourquoi j'irais chercher autre chose ailleurs? Les gens qui travaillent ici, tu ne travailles pas pour un actionnaire, tu travailles pour une communauté, tu travailles pour des gens. Tu sais pour qui tu travailles. Tu sais que ça va bénéficier aux enfants qu'il y a là-bas, puis aux grands-parents, puis aux utilisateurs de l'endroit. Tu sais que tu vas travailler, ça va rapporter des sous pour une maison des jeunes, pour un centre culturel, peut-être ça va rebâtir une piscine à Shefferville, financer des programmes. Je vais reparler encore quand je vois des Inuits, des jeunes Inuits qui conduisent le train. Je suis fier des autres parce que je sais qu'il y a un avenir.
professeur à Shefferville, je prends souvent ce train-là. Et c'est pas la première fois qu'il y a des petits pépins qui arrivent. Je me rappelle l'année passée, le 13 décembre, moi, je devais descendre à Noël voir ma famille. On est resté pris par... Mais c'est la première fois que je vois ça, en fait, qu'on dorme ici pour repartir. Là. Donc on est voilà, perdu au milieu de nulle part, le camp Esker, isolé, dans la toundra, et puis des lacs tout autour, plein de mouches autour de nous. Eh ben, c'est ça la réalité d'Esker. Le camp Esker est d'une importance majeure au long de la voie ferrée de Chrétien, car elle héberge les travailleurs de cette entreprise-là. Le camp Esker utilise actuellement du diesel pour son électrification et on s'intéresse à mettre en place un système d'électrification qui utilise l'éolien et le solaire pour compenser l'utilisation du diesel. La compagnie autochtone Tutin, comme la majorité des compagnies qui exploitent le minerai ou qui ont des activités dans la région, ont une vision de développement durable. Les Autochtones, bien sûr, cette dimension-là est d'une importance majeure pour eux. Le respect de l'environnement, la diminution de tout ce qui est possible en termes de pollution est d'une importance majeure pour la communauté autochtone. Donc c'est sûr que le projet de Campement Vert se positionne très bien dans cette vision-là. D'autre part, la problématique est telle qu'elle justifie grandement le premier projet de Camp Vert, parce que Chrétien exploite, on doit le dire, au Québec, la seule voie ferrée nordique qui est dépourvue de l'alimentation électrique, de l'alimentation hydroélectrique. Donc elle fonctionne à 100% sur le diesel, qui fait que d'une part avec leur vision, mais d'autre part avec leur problématique, le premier Camp Vert, est-ce que se cadre très bien comme un projet majeur, un projet pertinent pour les activités de Chrétien. Nous, puisqu'on veut entrer des énergies vertes, en fait, on veut aussi beaucoup faire un travail d'économie d'énergie, donc beaucoup de gestion de charges, qu'on appelle. Beaucoup gérer les charges électriques à l'intérieur du camp, pour justement gérer ça d'une façon intelligente, pour ne pas gaspiller le moins possible et ne pas causer beaucoup de pics de consommation. Alors pour ça, on va commencer par différentes actions. Par exemple, l'eau potable. Eh bien, l'eau potable, elle est pompée dans le lac, tout simplement, qui est juste à côté. Elle est envoyée directement comme ça, dans tout le système pour prendre les douches, boire, faire la cuisine.
on voit qu'on est vraiment en pleine nature. Donc c'est la pompe qui est là. Donc toi, ce que tu voudrais faire, Alexis, c'est un tuyau qui va descendre jusqu'au lac avec... Oui, ça serait ça. Dans le fond, on utilise le même tuyau déjà existant ici. On va probablement remplacer la pompe près du lac, qui elle pompe continuellement en ce moment. On utiliserait probablement un clapet anti-retour pour éviter, lors de l'arrêt de la pompe, que le tuyau se vide et que ça prenne du temps pour repomper toute l'eau jusqu'au bâtiment. Il y a quand même une assez bonne distance, c'est quoi, environ 1 km. OK. Donc à la place des moteurs diesel, on va, puisqu'on est dans une région assez plate, assez bien exposée au vent et qui est l'été très ensoleillé, l'hiver un peu moins puisqu'on est dans le grand nord du Canada, donc ça veut dire qu'on a la grande nuit presque polaire ici. Bien sûr, on travaille avec des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui ont des expertises rodées, des expertises confirmées dans ces disciplines-là pour mettre en place des technologies qui sont éprouvées déjà, donc pour apporter une dimension verte au fonctionnement du camp. Mais en plus, il est intéressant de savoir que l'ITMI s'intéresse grandement à tout ce qui est la recherche et développement, l'optimisation et l'innovation. Donc, pour vous donner un exemple, au niveau du camp ESCA, ce serait non seulement un des premiers, sinon le premier camp vert au Canada, mais ce serait aussi un des premiers camps sur lesquels seraient testés et validés des concepts aussi poussés que la suralimentation par air comprimé des moteurs diesel. Donc, on travaille, c'est un peu la façon de fonctionner de l'ITMI. On ne prétend pas de tout savoir et d'être capable de tout faire, mais on a créé des liens importants avec des centres d'expertise majeurs. Donc, pour le camp ESCA, on souhaiterait optimiser le fonctionnement du système éolien solaire en apportant une dimension d'air comprimé là-dedans. Et pour pouvoir se faire, ça demande des expertises très pointues et on travaille en collaboration avec des chercheurs, des professeurs de l'ETS, de l'Université du Québec à Rimouski. On compte environ 5 à 6 étudiants, maîtrise, doctorat qui travaillent sur ce projet-là. Un des premiers réflexes à avoir lors des économies d'énergie, c'est surtout de remplacer les éclairages par des éclairages LED. Ce sont des ampoules qui consomment beaucoup moins que les ampoules traditionnelles, que ce soit fluo compact ou incandescentes. Pour les appareils de grosse consommation, tels les chauffe-eau, les chauffages, les réfrigérateurs, on va poser des petites minuteries programmables comme celle-ci pour réguler la consommation dans les moments où ils n'utiliseront pas soit l'eau chaude, soit leur chauffage, des choses comme ça, durant le jour ou la nuit. Esker, c'est absolument crucial. C'est le long d'une immense voie ferrée où il n'y a aucune gare, il n'y a que des trains de minerais et le fameux express qui est le train de passagers qui relie Schefferville à cette île 2 fois par semaine. Ce camp est très important parce qu'on ne se rend pas compte peut-être très bien quand on est dans le sud du Canada, mais il faut entretenir les voies continuellement. Donc en été et même en hiver, on a tout le temps des travailleurs qui doivent reconstituer des voies, refaire des voies, vérifier les voies ferrées, d'autant plus que les trains qui circulent sur ces voies-là sont extrêmement lourds. Ça pèse très lourd sur les voies ferrées. Donc il faut entretenir ça. Et le camp Esker sert d'abri, de refuge, de point de chute, de point de repos aux travailleurs inuits qui travaillent tout le long de la voie. Donc c'est leur qualité de vie qui est en jeu ici. N'oublions pas qu'ils viennent travailler ici dans le site et dans les environs 14 jours et ils repartent 14 jours de vacances. Donc ils vont vivre ici, loin de leur famille, pendant 14 jours à travailler sur les voies. Et donc c'est important
parce que ça serait trop loin de revenir tous les soirs vers cette île ou vers Schifferville. Donc le centre ici, le camp Esquerre est au milieu de cette grande tronçon de voie. Puis il y a une autre raison, c'est une raison de sécurité. C'est que le camp, en hiver, peut servir comme abri lorsque, par exemple, il y a une panne de train, ce qui peut arriver en plein hiver. Et donc, à ce moment-là, les passagers, par exemple, du train, ou les conducteurs de locomotives, ou des travailleurs qui travaillent sur les voies, pourraient trouver refuge dans ce camp qui doit être prêt à les recevoir à tout moment. Donc, il y a beaucoup plus d'activités en été et moins d'activités en hiver, mais en hiver, le camp devient refuge. Donc, c'est un camp très, très important pour la vie du rail dans le Grand Nord. C'est le temps des fêtes. Nous, on appelle ça les trains du Père Noël. Hein, parce que l'Express de Chouetten, durant la période des fêtes, c'est le temps où les gens vont faire leur magasinage à cette île. Puis en cours de route, à la hauteur du barrage de Manahac, environ à 1h30 de Esquerre où on se situe. Sans savoir pourquoi, la génératrice elle a arrêté. Je me souviens du vent, c'était un froid sibérien, là, le son du vent, c'était un sifflement nordique, là, comme on entend dans les films. Là. Tu vois que le vent vient de loin, là, puis il est persistant. Fait qu'au lieu d'arriver à Emeril à 2h à midi, on est arrivé à 2h d'après-midi. Une des options qui aurait été le fun à l'époque, quand la situation du fameux vendredi 13 s'est passée avec le passager de Chouetten, quand on a été pris 2 heures ici, on regardait le camp Esquerre qui est ici, qui contient une trentaine de chambres, une cuisine, des réchauds au propane. Placardé, pas être capable de l'utiliser. Aujourd'hui, on sait qu'on n'aurait pas pu se rendre à Emeril. À l'époque, on a tenté l'expérience de se rendre à Emeril en pensant que, comme à l'habitude, c'est un petit breaker qui venait de lâcher. Aujourd'hui, d'avoir le camp Esquerre qui serait fonctionnel à l'année ou accessible à l'année, même s'il serait fermé hors d'opération durant la saison hivernale, de savoir que seulement en tournant une clé, en allumant quelques pitons, il pourrait prendre vie. Ce serait rassurant de savoir que cet endroit-là qui était mi-chemin au milieu de nulle part serait capable de prendre vie puis de nous dépanner de façon assez rapide. C'est une belle option, c'est bien placé. C'est à mi-chemin entre Schifferville puis la Trans-Labrador, Emeril-Jonction. Pour l'hiver, c'est que le camp est complètement fermé et on ne peut plus l'ouvrir. Dans le sens que l'eau est coupée, il fait moins 40 degrés ici, c'est très très froid. Et donc on ne peut pas vraiment ouvrir le camp en cas d'urgence. Il est très difficile de démarrer les diesels très vite. Et ce qu'on veut faire, c'est pouvoir avoir un espèce de... comme un refuge dans une montagne. On est dans le Grand Nord. Eh ben, il faut pouvoir accueillir des travailleurs ou des passagers accidentés, par exemple. C'est comme une halte routière le long d'une route du Grand Nord. Ici, c'est une halte, l'hiver surtout, un genre de refuge pour des gens qui seraient accidentés le long de la voie ferrée. Et ce qu'on va faire, c'est grâce aux énergies renouvelables, qu'on ne peut pas faire actuellement, c'est qu'on va stocker de l'énergie dans des batteries, on va pouvoir éclairer le camp instantanément grâce au Green Cube, grâce à ces systèmes d'énergie renouvelable qui vont stocker de l'énergie et où on pourra tout de suite démarrer la lumière, démarrer des fours micro-ondes pour qu'ils puissent boire des boissons chaudes, manger un petit peu, etc. On va reverdir le camp, c'est-à-dire que ce camp qui n'est pas très très beau aujourd'hui, qui a été construit par les compagnies minières rapidement il y a plusieurs années, maintenant c'est la propriété des communautés autochtones, il est géré par les 3 nations de Maliotenam et les nations Innu qui possèdent le train, et donc on va le transformer, l'adapter
pour qu'il soit plus respectueux de l'environnement, pour qu'il soit même un exemple au Canada, piloté par les Inuits, pour montrer que c'est possible aujourd'hui de faire des équipements ou des installations industrielles qui ont une vocation de transport de minerais, mais respectueuses de l'environnement, agréables pour les travailleurs qui viennent y travailler et bien insérés dans la très belle nature qui entoure ce site-là. Moi, je me souviens, cette journée-là, j'ai marché le train qui contenait 6 voitures passagers, 4 voitures à bagages, une voiture power car pour l'électricité, 2 locomotives. Puis il y a des câbles entre chacune des locomotives, puis des wagons, puis les déglacer, les nettoyer, puis les rebrancher. De chacun des côtés, à moins 40. Je me souviens du vent, c'était un froid sibérien, là, le son du vent, c'était un sifflement nordique, là, comme on entend dans les films. Là, tu vois que le vent il vient de loin, là, puis il est persistant. Train, operated by Rio Tinto's Iron Ore Company of Canada, was towing 3 locomotives and 240 rail cars, many of them empty. The locomotive's reservoir could carry up to 18,000 liters of fuel, but it is not clear how much fuel was in the tank at the time of the accident. The landslide is believed to have caused the train to derail. The conductor, the only person on board the train, is reportedly missing. The accident caused the locomotive to spill diesel fuel into the Mweisi River for hours after it derailed. Toutes les locomotives étant éteintes, le circuit de freinage à air a commencé à perdre de la pression et les freins sont graduellement devenus de moins en moins efficaces. Environ 1 heure plus tard, juste avant 1 heure du matin, la pression d'air a baissé à un point tel que l'effort jumelé des freins à air et des freins à main ne pouvait plus retenir le train. Le train a commencé à se déplacer sur la pente descendante et à rouler vers Lac Mégantic sur une distance de 7000. À mesure que le train dévalait la pente, il a pris de la vitesse, atteignant 65 000 à l'heure. Le train a déraillé juste après le passage à niveau de la rue Frontenac. Presque tous les wagons citernes déraillés ont subi des dommages, un grand nombre d'entre eux ayant été éventrés et environ 6 millions de litres de pétrole brut se sont déversés rapidement dans les rues.
L'incendie a commencé presque immédiatement et 47 personnes ont perdu la vie en raison des flammes et des explosions. La maintenance industrielle, l'électronique industrielle, la minéralurgie, les opérations ferroviaires, où nous sommes d'ailleurs, dans ce cas, le seul établissement dans l'est du pays à donner de la formation et à faire de la recherche, à être actif dans ces deux domaines-là. Ces entreprises-là doivent avoir de la main-d'œuvre qualifiée, formée, conformément au règlement fédéral sur le transport ferroviaire. Et le Cégep de Sept-Îles participe à la formation de cette main-d'œuvre-là. C'est quand même un élément important de leurs opérations, puisque ça doit être fait d'abord sur des grandes distances. Ce sont des chemins de fer privés les plus grands au Canada que ces compagnies-là doivent exploiter. Et mal compris. 247, parfait, avec si vous avez pris le 247, 247. Plusieurs conducteurs des entreprises exploitantes ferroviaires de la région sont passés par là pour être formés. Le Cégep de Sept-Îles est le seul cégep dans toute l'Est du Canada à proposer de la formation dans le domaine du ferroviaire. La direction de la formation continue du Cégep de Sept-Îles a mis énormément de temps, énormément d'efforts pour faire émerger une connaissance très pointue dans ce domaine-là, en partenariat avec les entreprises exploitantes ferroviaires de la région. Moi, j'ai commencé, j'ai fait partie de la première classe que Transport ferroviaire de Chouetton a formé au Cégep de Sept-Îles. C'était 7 semaines. Pour les besoins de la cause, la langue était une difficulté chez mes confrères Inuits. Il y en a que l'Inuit était plus leur langue première, ou les termes en français étaient plus difficiles. Fait que le cours s'est adapté à eux autres pour leur donner la chance de réussir aussi. Ils ont prolongé le cours pour une semaine de plus. Puis quand on est sorti de là, ben, chacun on s'est ramassé avec un emploi sur différents départements. Mécanicien de locomotive, comme moi j'avais terminé, ou chef de train. On nous avait appris que c'était la première priorité avant tout, c'était la sécurité, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Puis c'est comme ça qu'on a travaillé avec les formateurs qu'il y avait à l'époque pour les trains de minerais. Puis moi j'ai fait mon essai, mais une opportunité s'est présentée comme chef de train sur le train de passagers et de marchandises. Avancez, reculer. Neutre, reculer. Et notre but, c'est vraiment d'écouter les problèmes de la région ici en ferroviaire. Pourquoi? Parce que, bon, sur la Côte-Nord, à Sept-Îles, les chemins de fer sont très particuliers. De un, c'est en zone nordique, donc il y a la neige, le froid, le gel, dégel qui se produit. Également, ce sont des chemins de fer qui sont isolés, donc c'est très difficile. Il n'y a pas de route qui accède. C'est vraiment que par le chemin de fer qu'on peut se rendre sur les lieux. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés à ça. Et nous, ce qu'on fait ici en recherche, c'est qu'on travaille beaucoup sur la sécurité ferroviaire, sur le développement de nouvelles technologies. Dans les projets, qu'est-ce qu'on a présentement? On a un projet de stabilisation des parois rocheuses avec la compagnie ArcelorMittal, entre autres. C'est un projet qu'on fait en partenariat avec l'Université Laval, donc des professeurs en géologie, génie géologique, qui, par de nouvelles technologies, donc le LIDAR, par exemple, vont être capables de cartographier l'ensemble du chemin de fer, les parois rocheuses et tout, et vraiment de regarder par la suite, avec des logiciels assez poussés de simulation, quels sont les endroits les plus à risque, où est-ce qu'il pourrait y avoir des glissements de terrain, par exemple, parce que c'est pas nécessairement évident. Sur 400 km, il faut toujours réussir à trouver, je dirais, le plus d'informations possible, mais les informations pertinentes à chaque convoi pour s'assurer vraiment des traités et puis de faire un suivi avec les mécaniciens locomotives, voir également qu'est-ce qui a bien été
été, qu'est-ce qui a moins bien été pour s'assurer d'augmenter la sécurité. Donc présentement, on est en train de travailler avec l'entreprise Optique 360. Puis on fait des tests sur plusieurs types de drones. On fait des tests sur des drones aériens, puis sur des drones terrestres, des drones qui peuvent se déplacer sur la traque. Au cas qu'il y a des obstacles, au cas qu'il y ait des éboulements, qu'un morceau de la voie ferrée qui est parti, le drone pourrait effectivement le voir et prévenir la locomotive avant. Mm-hmm.